Peut-être que si j'avais pas grandi dans le 93, dans tout ça, ça m'aurait pas forgé. Ça montre que t'as pas besoin de diplôme pour réussir. Non, il veut te rentrer dans le cerveau. C'est sûr qu'il veut lancer un système à côté. Nanana, croyance, discipline. Je dis, ah, vas-y, c'est bon, tu vois. Salut l'élite, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. On se retrouve pour l'épisode 4 de ma série qui s'appelle Élite. Du coup, je vais plus inviter un invité de marque. C'est une personne que je connais, avec qui j'ai pu collaborer. Ça fait pas mal de temps qu'on collabore sur le domaine du trading. Il a pu accompagner pas mal de personnes. Il a pu voyager de nombreux pays. Et je pense qu'il va pouvoir se présenter. Du coup, merci à Alex. Merci à toi pour l'invitation, ça fait super plaisir. Du coup, pour me présenter brièvement, moi c'est Alex, j'ai 27 ans maintenant, je suis un peu vieux. Ça fait presque 9 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est de base investissement, etc. Mais maintenant, je me suis un peu plus diversifié, on va dire. Je suis pas juste, on va dire, trader, je suis entrepreneur à la base dans plusieurs domaines, dans la communication, dans le trading, dans l'investissement notamment, là où j'ai fait le plus gros de mon chiffre d'affaires, on va dire. Et voilà, tout simplement, ça fait 9 ans que je suis dedans, 8 ans que j'ai commencé à en vivre. Et ça fait plusieurs années que ça me permet de voyager un petit peu partout autour du monde, faire pas mal de rencontres, etc. etc. Donc voilà, grosso modo, pour faire bref. Ok, pas de souci. Et du coup, j'ai vu que tu avais fait forcément un écosystème. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, ce que je fais, c'est que toujours dans le domaine du trading et de l'investissement, j'ai commencé à faire des lives un petit peu sur Twitch, sur TikTok, etc. Et j'ai créé mon propre écosystème où j'ai des formations, j'ai un accompagnement en one-on-one, où j'accompagne les gens à aller chercher des résultats dans le trading, mais pas des personnes qui démarrent de zéro, des personnes qui ont déjà un certain niveau, mais qui galèrent à passer au niveau supérieur, ou certains qui ont déjà un très bon niveau, mais qui veulent aller chercher le niveau encore plus au-dessus. Voilà, mon but, c'est, on va dire, d'augmenter les performances de chacun. Je booste les performances trading des gens. Je ne commence pas de zéro, parce que c'est un peu trop fastidieux, on va dire. Je préfère vraiment élaborer ça à quelque chose de beaucoup plus pertinent pour eux. Passer de, par exemple, 3 chiffres à 4 chiffres de retrait par mois, de 4 chiffres à 5, de 5 à 6. Ça qui me fait vraiment kiffer, c'est les challenges permettent aux gens d'aller passer le niveau supérieur, parce que quand tu commences le trading, au début, tu es en mode tu fais des mois à 4 chiffres, ok, c'est bien, mais pour aller faire des mois à 5 chiffres, c'est un autre niveau qu'il faut avoir, et pour faire des mois à 6 chiffres, c'est encore un niveau encore beaucoup plus élevé. Bon, 7 chiffres, je vous mens pas, je sais même pas comment le faire aujourd'hui, je l'ai jamais fait, ni même que j'ai jamais accompagné de personnes qui voulaient faire 7 chiffres, c'est un autre niveau quand même. Donc même moi, si on me demande comment faire 7 chiffres, je dirais que je ne sais pas. Mais voilà, le but, c'est de faire tout ça. Donc, j'ai un accompagnement où là, c'est des vidéos qui sont préenregistrées, une formation et des gens qui veulent suivre mes investissements via mes signaux pour les gens qui démarrent un petit peu le trading. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, j'ai cette partie en one-on-one où là, j'accompagne, je coach, je mentor des personnes dans le domaine-là. Et après, à côté de ça, j'ai mes autres entreprises, du coup, que je développe en Côte d'Ivoire notamment, dans l'immobilier, etc. etc. Okay. Donc, voilà tout. Ok, parfait. Du coup, on va pouvoir commencer ce magnifique podcast. Première question, surtout un premier débat que j'ai envie de pouvoir échanger avec toi, ça va être un peu l'école et l'entrepreneuriat. Ouais. C'est vraiment 2 choses différentes. Et pour toi, est-ce que c'est avantageux d'instaurer l'entrepreneuriat à l'école? En fait, c'est le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas compatible avec l'école. Okay. L'école, en tout cas, quand on démarre. Parce qu'au final, tout le monde veut être entrepreneur, mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et surtout, avant toute chose, c'est que l'entrepreneuriat, il y a des gens qui sont très bons à l'école, mais en tant qu'entrepreneur, ils n'y arriveront pas. Moi, je ne vais pas dire que j'étais mauvais à l'école, mais je n'étais pas destiné à ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais des gros problèmes de santé. Okay. J'étais TDA, c'est-à-dire trouble de l'attention. J'étais dyslexique, j'avais des problèmes de mémoire. J'avais des gros soucis de santé, mais dans la tête, j'avais un handicap. Ça s'appelle comme ça, un handicap, on peut le dire. Et j'étais freiné dans ce que je voulais. Je suis quelqu'un de très créatif, qui est plein d'idées. Quand je les mets en application, ça peut créer des choses exceptionnelles. Mais dans le cadre de l'école, j'étais pas du tout fait pour cet environnement-là. Moi, j'étais en cours et dans mes pensées, je partais des fois pendant des heures et je retenais rien du cours. Et j'arrivais chez moi, il y a des gens qui peuvent apprendre une poésie, un truc, tu vois, à l'école, quand t'es petit, en lisant une fois.
moi, je devais passer la nuit, tu vois. C'était très compliqué. Pour même te dire, j'ai triché au bac, j'ai triché au brevet, j'ai triché à la fac, j'ai triché en BT, j'ai tout le temps triché. Mais c'est pas que je suis mauvais ou que j'aime bien tricher, pas du tout, c'est que j'avais pas le choix. C'est que tu passes la nuit à apprendre des choses et tu peux arriver le lendemain devant la copie, t'as tout oublié. C'est une maladie et le problème de l'école, c'est qu'elle m'a pas du tout aidé. J'avais du temps supplémentaire à la fin des épreuves. C'est-à-dire qu'un truc qui durait 2 heures, 3 heures, moi j'avais un tiers-temps en plus. Il y a des fois, j'ai fait des épreuves, elles duraient 6 heures, 7 heures devant ma copie, je pétais un plomb. Mais bon, j'ai réussi quand même à avoir le bac et tout. Je pense que même si j'avais pas triché, je l'aurais quand même eu. Mais c'était vraiment au cas où je prenais les risques. Je me suis dit, vas-y, je peux pas me permettre, parce qu'il y a des trucs que j'ai complètement oubliés. Genre des fois, j'apprenais des choses toute la nuit. J'arrivais devant la prof, je me rappelais plus, tu vois. C'est une maladie, c'est un truc. Hein, mais pour les gens comme nous, qui ont ce genre de problème, on n'est pas du tout encadré. On pense que c'est juste un manque de travail. Du coup, moi, dans mes appréciations, j'avais manque de travail, manque de sérieux, alors que c'était pas ma faute. Mais moi, à l'époque, j'étais trop petit pour le comprendre. Donc, je me disais, c'est moi, c'est ma faute, faut que je travaille plus. Mais je me disais, comment ça se fait que mes potes, ils lisent le cours avant de rentrer en cours, ils ont 20 sur 20, et que moi, j'ai passé la nuit dessus et j'y arrive pas, tu vois. Du coup, je trouve que c'est très mal encadré pour les gens qui ont des difficultés. Et j'ai quand même réussi à m'en sortir. Mes profs, ils me disaient toujours, ouais, ça va. Genre, quand je voulais aller, tu vois, à l'époque, c'était soit tu vas en général, soit tu vas en professionnel. Et moi, j'étais en mode, ouais, j'ai pas envie d'aller en pro. En plus, c'était mal vu à l'époque et tout. Alors qu'en soi, il n'y a rien de dramatique à aller en professionnel. Mais à l'époque, tout le monde disait, ouais, c'est mauvais, c'est pas bien, va pas en pro. Du coup, je me suis battu, j'ai réussi à aller en bac ES, économie et gestion. Et pareil, les profs, ils disaient, ouais, t'auras jamais ton bac, ça va être très compliqué. Au final, j'ai eu mon bac. J'ai été en licence, j'avoue, la licence, je me suis pris une baffe. Là, je pense que je suis arrivé à mes limites. J'ai fait 2 années et après, je dis, ouais, c'est trop hardcore. Je suis allé en BTS et pareil, c'était pas très compliqué, mais je prenais pas du tout de plaisir. J'étais en alternance, je prenais pas de plaisir. Et quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, là, j'ai trouvé, on va dire, ma zone de génie. Et j'ai compris que j'étais pas un bon à rien. Je suis allé, j'ai fait des scènes devant 15 000 personnes. J'ai speaké, j'étais dans ma zone de génie. En trading, je faisais des sommes énormes, stratosphériques. Genre, comment moi, le bon à rien à l'école, entre guillemets, il arrive à faire ça, mais parce que j'étais dans quelque chose qui me parlait, que je kiffais, et j'arrivais vraiment à comprendre ce que je faisais. Alors que l'école, j'étais pas du tout dans ma zone de génie, j'étais pas accompagné. Il y a personne qui m'a dit, si t'es pas bon à l'école, pourquoi tu vas pas faire autre chose, créer quelque chose? T'as plein d'idées, t'as plein de choses, t'es créatif. Et le problème, c'est ça, c'est qu'à l'école, on met tout le monde dans le même panier. Et que tu sois créatif, que tu sois un entrepreneur qui peut peut-être faire des millions d'euros, quelqu'un qui a une idée, on t'encadre dans quelque chose où tu dois aller travailler là. Moi, j'ai plein de potes à moi qui, pour moi, ont le potentiel d'ouvrir des entreprises, de créer des choses superbes, mais ils sont en 35 heures à travailler à Samsung, à travailler dans trucs, parce qu'ils ont été mal encadrés, ou voilà, tout ce qu'on appelle... comment s'appellent déjà les gens à l'école là, qui te... conseillères d'orientation, ouais. Qui sont médiocres, tu vois, qui savent pas différencier, qui mettent tout le monde dans le même panier, mais en même temps, il y a tellement de monde c'est difficile si à chaque fois tu dois... Donc ouais, on est dans quelque chose où c'est un peu une sélection naturelle, mais si tu es un vaillant, tu arrives à sortir de l'école malgré que tu aies tes problèmes. Et après, derrière, dans l'entrepreneuriat, ça te paraît plus facile. Moi, les gens, ils me disaient tout le temps, comment ça se fait que tu n'as jamais abandonné? Tu vois, des questions comme ça, pourquoi tu n'as jamais abandonné? Mais moi, en fait, dans ma tête, ça paraissait tellement con. Parce que dans toute ma vie, j'ai galéré, que je sois à l'école, j'avais tout le temps, malgré que je travaille, des mauvaises notes. J'ai échoué tout le temps. Malgré que je me la saigne, mais c'était pas ma faute. C'était encore une fois à cause de ma maladie. Mais je n'arrivais pas. Et du coup, j'abandonnais pas, j'avais pas le choix. Donc quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat et que j'ai eu mon premier échec, il y en a, ils ont laissé tomber, ils ont dit ça marche pas. Moi, j'ai dit en fait, c'est moi, de base, je suis déjà comme ça, je suis déjà nul, entre guillemets. Donc c'est pas pour ça que je vais arrêter, je vais continuer. Et là où les gens, ils se sont arrêtés au premier obstacle, moi, j'ai continué. Donc en soi, je me dis, c'est pas un mauvais, j'en tire pas du négatif de l'école. Okay. Je me suis fait des amis, j'ai appris ce que c'était la difficulté, je me suis appris moi-même, j'ai compris que j'avais des problèmes, que j'avais des difficultés, j'étais dans le dur. J'étais là, des fois, devant mes cours, je pleurais, tu vois, je pétais un plomb. J'étais en mode, mais je vais jamais réussir dans la vie, genre, je suis un bon... Des fois, je rentrais des cours, les profs, ils me disaient des trucs en mode hardcore, genre, tu vas jamais passer. Je pleurais chez moi, j'étais petit, tu vois, mais je pleurais, j'étais en mode, putain, ma mère, elle va me tuer. Et même la pression que les parents ils te mettent derrière, pour eux, l'école, c'est tout. Genre, sans l'école, t'es rien. Exactement. Et du coup, ouais, moi, ça m'a forgé, je le regrette pas, mais ça laisse des séquelles, on va dire. Et je me dis derrière,
Peut-être que si je n'avais pas connu tout ce que j'ai vécu à l'école, toutes les galères, peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas arrivé là où j'en suis. Mais je me dis, des fois, je fais des cauchemars, je suis à l'école, hein, pour te dire. C'est la rentrée des classes et tout, c'est vraiment, ça m'a vraiment marqué l'école, tu vois. Mais je pense que, ouais, en tout cas en France, et quand on n'a pas voilà, nous deux, on vient d'issus de milieux qui sont pas favorisés, tu vois, on vient de banlieue, etc. On n'a pas on va pas dans des écoles privées. Moi, je viens du 9-3. Déjà, de là où je suis né, et l'école que j'ai fréquentée, on m'a direct dit, dès que je suis arrivé à l'école, vous avez moins de chances de réussir que des gens qui ont fait des écoles qui sont nés dans le 16e. Exactement. Tu as moins de chances statistiquement, de réussir. Et moi, je me suis dit encore ça va parce que je suis blanc, je m'appelle Alexandre, nanana. On m'a dit, toi, tu as déjà plus de chances. Quelqu'un qui a beaucoup... Et je me suis dit, ah ouais, putain, on vit dans un monde de fou, tu vois. Ou juste parce que tu es de telle origine, tu viens de tel milieu, tu as moins de chances de réussir que les autres. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu te dis, bah, c'est la jungle, la vie, c'est la jungle. Faut pas se fier à l'école, c'est important quand même. Moi, je fais pas partie de cette, on va dire, ce groupe qui dit, ouais, l'école, c'est de la merde. C'est important quand même. Faut y aller. Faut que tu apprennes à lire. Faut que tu apprennes On voit ce que ça fait, les gens qui ne vont pas à l'école. Et l'éducation, quand il y a une mauvaise éducation, on voit ce que ça fait et c'est catastrophique, tu vois. On voit j'ai vu des gens qui ne sont jamais allés à l'école, ne pas savoir à lire à 14 ans, 15 ans, c'est grave. Donc non, c'est faux. De dire qu'il ne faut pas aller à l'école, c'est faux. Maintenant, si demain, je peux changer les choses, je pense que, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans tout ce qui est école privée ou école pour les très, très, très riches, là, tu es beaucoup plus encadré, ton potentiel, il est vraiment... Mais je pense que ça change. En France, non. Mais par exemple, au Portugal, j'ai mon cousin, il a mis ses enfants dans une école. Genre, il a deux petites filles qui ont à peine 1 an et quelques, il les a mis dans des écoles, mais pour les enfants. Où en gros, il les laisse dans la nature et ils s'amusent, ils vont jouer dans la terre, ils vont, tu vois, ils découvrent la vie, tu vois, en réalité. Ils apprennent, on les freine pas, tu vois, on les brusque pas. Ils vont jouer dehors, et son plus grand fils, qui a genre 4-5 ans, il est dans une école française. Et il parle déjà genre 3 langues, tu vois, à son âge. Okay. Il a 4 ans, il parle français, portugais, anglais. Et très bien, tu vois. C'est pas parce que quand t'es petit, quand on t'inculque une langue dès que t'es petit, ton cerveau, il l'assimile beaucoup plus facilement que maintenant. Donc en gros, oui, ça change. Après, c'est des écoles qui sont payantes, etc. Forcément, on a encore ce truc de il faut payer pour réussir, pour ceci, cela. Mais j'estime qu'aujourd'hui, peut-être que si j'avais pas grandi dans le 93, dans tout ça, ça m'aurait pas forgé. Donc voilà, c'est une question à double tranchant dans le sens où ok, l'école, c'est compliqué, mais ça fait aussi une sélection naturelle. Ceux qui doivent être salariés le seront, malgré que, tu vois, il n'y a pas de problème à être salarié. Et ceux qui doivent être entrepreneurs et qui sont voués à avoir plus de responsabilités, bah, ça va les forger parce que ce n'est pas forcément fait pour eux. Donc, en soi, oui et non. Maintenant, comment est-ce qu'on peut changer ça ? C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui mettent en place des thématiques, des trucs. Moi, je pense que déjà, enlever le système de notation, de comme quoi un 0, c'est mauvais, j'enlèverais ça. Un 0, c'est juste que toi, ça, t'as pas travaillé. Dans ce cas-là, ok. Mais sinon, t'as juste fait des erreurs. Et les erreurs, c'est fait pour apprendre. C'est fait pour dire, ok, j'ai fait cette erreur-là, bah, je la ferai plus, tu vois. Donc, je pense que le système de notation, j'enlèverais. J'enlèverais tout ce qui est contrôle. Pour moi, faut pas juger quelqu'un juste à une journée, tu vois. Pendant 24 heures, t'as appris tout le programme de 5 ans. Et pendant 24 heures ou pendant genre 2-3 jours, tu dois tout ressortir. Il suffit juste que tu sois pas bien, que tu sois malade, que tu sois stressé. C'est pas bon, tu vois, c'est pas bien de juger sur ça. Moi, je pense que le diplôme, tu le donnes à la fin des 5 ans. Si sur 5 ans, tu as été régulier, tu as une bonne moyenne, voilà, tu as moins de pression, l'école, c'est beaucoup plus chill. Donc, je pense que ça, c'est déjà une bonne chose. Et après, changer le système du 8h, 18h. Au Luxembourg, par exemple, ils ont école jusqu'à 15h. Et après, l'après-midi, c'est du sport, tous les jours. Okay. Où ils vont faire des activités, de la peinture, des trucs, même jusqu'à 15 ans, 16 ans, tu vois. Après, eux, l'école, ça dure plus longtemps. Ça commence genre septembre et ça termine milieu du mois de juillet, tu vois. Okay, ouais. Donc, ils ont beaucoup moins de vacances que nous, mais ils sont beaucoup plus tranquilles. Ils terminent les cours à 15h. Ils peuvent aller faire du foot, ils peuvent aller faire de la peinture. Ils ont des activités à l'école. Ils peuvent sortir entre potes. Alors que nous, tu vois, quand tu fais du 8h, 18h, ta journée, elle est hardcore. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais en 6e, sac à dos avec tous mes manuels. Immense sac à dos. J'ai tellement mal au dos. Je me dis, c'est tellement inconscient de faire ça. Pas de casier à l'école. Les casiers, c'est pour réserver à ceux qui sont je sais pas quoi et tout. T'es là, tu te tramales ton gros sac hardcore avec tous tes trucs. Tu pètes un plomb. Tu rentres chez toi à 18h. T'es fatigué. Tu dois faire tes devoirs. Non, ça, c'est trop. Tu vois, ça, c'est un truc où vraiment, c'est tellement débile de faire ça. Mais ouais, non, pour moi, franchement, j'ai la vérité. Moi, c'est mon opinion. Mais je sais que je peux rien changer. Je peux rien y faire. Maintenant, si la France, il décide d'améliorer les choses, tant mieux.
s'ils décident de pas changer. C'est pour ça que c'est important de voter aussi, tu vois. Ouais, Parce que ça peut changer vraiment les choses. Donc, il faut se renseigner sur qui raconte de la merde, qui dit des bonnes choses, qui peut faire évoluer vraiment le système scolaire, qui peut faire en sorte que nos enfants ils aient une meilleure éducation. Mais quoi qu'il arrive, déjà, être entrepreneur et avoir des enfants, c'est une grâce parce que tu peux passer tout ton temps avec eux. Tu peux grandir avec eux. Ils sont pas obligés d'aller à la crèche ou aller à la maternelle tout de suite. Tu peux d'ores et déjà passer du temps avec eux. Donc, c'est déjà une très, très bonne chose. Mais voilà, moi, mon point de vue par rapport à l'école. Ok, c'est intéressant parce que ça montre que tu n'as pas besoin de diplôme pour réussir. Oui. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne le souligne pas assez souvent. C'est vrai, ouais. Et non, c'est vraiment assez complet ta réponse. Et c'est pour ça que je voulais même passer directement au deuxième débat parce que tu as directement répondu à mes autres questions. Ça va être plus l'entourage. Ouais. Parce que l'entourage, je sais que c'est quelque chose qui peut être un moteur dans ton business, comme ça peut être un frein. Ouais. Et pour toi, c'était quoi? Est-ce que c'était un frein ou est-ce que c'était plus un moteur? J'ai eu les deux. J'ai eu des gens qui m'ont beaucoup freiné. Ok. Même dans la famille et tout, tu vois, pour te dire. Mais en fait, quand tu commences à réussir, ça se départage en deux parties. Tu vois les gens qui te soutiennent. Moi, j'ai des potes à moi que je peux pas parler depuis 3-4 ans. Et je les vois qui republient toujours mes réels, toujours mes TikTok, qui donnent de la force, qui like, qui commentent. Et alors qu'on se parle même pas, je demande rien, tu vois. Je me dis, tu vois, ça, c'est un entourage qui te booste. Et ces gens-là, si demain tu pètes ou tu fais un truc, tu veux qu'ils soient là aussi avec toi. Et j'ai vu d'autres personnes où là, arrête de parler total. Il y en a qui m'ont supprimé carrément, tu vois, sans raison. Truc de fou, je te jure. Moi, je m'en fous en soi. Bon, c'est pas dramatique. Mais ouais, il faut un environnement qui te booste, qui te motive, qui te rabaisse pas, surtout quand tu démarres, tu vois. Et le pire, c'est que ton entourage, ils vont même pas forcément plus que ça t'encourager. Alors que tu vois, encourage, normalement, c'est logique, mais là, pas du tout, tu vois. Là, ça te freine plus, ça te bloque, ça te juge surtout, tu vois. Le jugement, c'est le pire. Moi, j'ai des membres de ma famille, carrément, pas qui se moquent, mais qui en ricanent, tu vois. En mode des petits pics. Alors moi, je comprends. Des petits pics par-ci, par-là, des petits trucs, des petits... Je suis en mode, ok, tu vois, parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je snap ma vie, enfin, sur Insta, je fais des vidéos YouTube. Quand je suis en voyage et tout, je sors mon téléphone, je filme. Pour eux, c'est un truc en mode, mais c'est un guignol, tu vois. Alors que moi, pas du tout. Ça intéresse les gens. Même moi, ça me fait kiffer, tu vois, de partager mon train de vie avec les gens, de montrer, d'inspirer, tu vois. Je sors des vidéos. Il y a 2 jours, j'ai reçu un message d'une dame. Carrément, c'est une dame, c'est même pas une fille, une dame un peu plus âgée que moi, qui m'a dit merci pour cette vidéo qui date de 2 ans. Je suis tombé dessus, ça m'a vraiment impacté énormément. Merci, ça m'inspire, félicitations et tout. Donc ça aide vraiment d'un côté, tu vois. Il y a des gens que ça les fait voyager, ça les fait kiffer, ça leur fait passer le temps des fois. Et moi, j'aime bien. Et il y en a, pour eux, c'est inconcevable dans ta propre famille. Et moi, je me suis dit, ouais. Et c'est plus de la jalousie peut-être, tu vois. Ouais, Parce que d'un côté, tu te dis, ouais, comment ça se fait que lui, il a réussi autant et que moi, je vais bosser au chantier à 6 heures. Tu vois, c'est logique en soi. Comment ne pas être jaloux ou comment ne pas envier ce genre de personnes? Et forcément, si tu as un mauvais côté, je pense que rapidement, tu vas parler derrière. Ouais, il a fait ça, il a fait ci. Tu vois, le fameux... C'est comme ça que ça crée les légendes, entre guillemets. Les ouais, mais lui, pour réussir... c'est sûr qu'il a dû baiser des gens. On connaît pas trop comment il a gagné son argent. Lui, c'est sûr, il y a une petite couille dans l'histoire. Non, mais c'est sûr, tu vois. Ce genre de choses-là, ça vient de là, tu vois, ça vient de la jalousie. Mais dans un autre côté, moi, je dis un truc, souvent, une phrase que je répète souvent, c'est Jésus, avant de mourir, il était sur la croix, il a dit « Pardonne-leur, Seigneur ». Donc, il a parlé à son père, il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et moi, j'ai cette physionomie, pardon, cette philosophie, pardon. Il fait 50 degrés là, pour que vous puissiez comprendre, c'est super chaud. On est en pleine canicule. Donc cette philosophie de vie où quelqu'un, quand il me critique, je suis en mode, je m'en fous. Genre, je leur pardonne parce qu'ils comprennent pas. Ils sont pas dans ma thématique de comme moi je suis, tu vois. Alors, l'autre jour, j'étais en live TikTok, on était férié, c'était vendredi, il y a un mec qui vient, il dit « Ouah, ça le gros scammer, c'est férié et tu traites. » Alors que c'était férié que aux États-Unis. Ouais. Le mec, il est débile, il le sait pas. Du coup, je dis, je m'en fous, tu vois. En plus, j'ai dit ça, je dis, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Il sait pas, il est juste con, tu vois. C'est pas de sa faute, il est con, il est comme ça, tu vois. Et ouais, du coup, j'ai cette philosophie-là de, j'en leur en veux pas, je peux comprendre. Peut-être que moi, si j'étais de l'autre côté et que tous les jours, je dois me lever à 6 heures, je dors très peu, je suis fatigué. Sachant qu'une fois, tu te lèves 2 fois, 3 fois, ça fait 3 ans, tu te lèves tous les jours à 6 heures pour aller bosser. T'es fatigué à un point où les week-ends, tu sors même pas, tu dors tout le week-end. Je pense que je peux comprendre que quand je vois les snaps de quelqu'un qui est en Thaïlande, au Mexique, au Maroc,
je peux comprendre que derrière, tu as une part de putain, un bâtard, tu vois. mais voilà. Mais c'est ces gens-là, il faut avoir ce détachement. L'entourage, c'est un truc où il faut que tu sois dans ta bulle aussi. Il faut pas que ça te touche. Des fois, tu as des critiques qui te font mal. Genre, je sais que ma copine, les critiques, ça lui fait mal. Et quand on se moque de elle ou quoi, ça lui fait mal, même sur les réseaux. Mais tu réussis jamais quand tu as ce genre de critiques. Parce que quand tu vois sur TikTok, les gens qui ont le plus de vues, tu regardes en dessous, et ça, c'est un truc de fou, ça me fait trop rire. Les gens qui critiquent, les TikTokers, ils like. Genre en mode, ils mettent des photos d'eux, genre surtout les femmes, tu vois. Et elles postent des photos d'elles, et t'as des mecs qui vont mettre des photos d'elles, mais démaquillées. Ouais. Mais des photos qu'elles-mêmes ont postées. Mais elles s'en foutent, tu vois. Et du coup, elles like. Et c'est pour ça qu'elles percent, qu'elles évoluent, parce qu'elles se font pas du tout impacter ou juger, ou ça impacte pas du tout ce qu'elles pensent d'elles ou quoi. Et même les entrepreneurs. Je vois des mecs qui postent des TikTok, des trucs qui font plusieurs millions de vues. Et quand je regarde les commentaires, je vois, ils ont liké les critiques. Genre des mecs qui les clashent parce qu'elles les touchent même pas, tu vois. Et que sans ça, et celui qui se fera le plus critiquer sur les réseaux, c'est celui qui évoluera le plus. Bon, après, bien entendu, si ton contenu, il est clean. Si ton contenu, voilà, il est bizarre, Il est pas éthique. il est un peu cringe, tu vois, il est un peu gênant. Là, ne t'étonne pas de te faire critiquer, c'est normal, entre guillemets. Enfin, normal, oui et non, personne ne devrait se faire critiquer. Mais si on se moque de toi, c'est que peut-être que ce que tu fais, c'est pas non plus bien, on va dire. Mais quand tu fais du bon contenu et que les gens critiquent, c'est que tu es sur la bonne voie, tu vois. Mais ouais, l'entourage, il faut s'entourer de bonnes personnes, forcément. Mais t'es même pas forcément besoin. Tu peux toujours traîner avec des gens qui pas te critiquent ou quoi, mais tu sais que des fois, tu es dans l'obligation, notamment la famille, de fréquenter ces gens-là. Donc, tu te crées une bulle. Ça te touche pas, tant pis. Tu vois, c'est pas grave, t'avances. Et tu sais qui sont les vrais, qui sont les faux. Et quand tu pètes, demain, t'as envie d'aller, je sais pas moi, à l'autre bout du monde, t'appelles un pote à toi, tu te dis, j'ai pris ton billet, et c'est parti, on y va. Et tu sais quels gens tu vas ramener là-bas, tu vois. T'as pas envie de passer du temps avec des gens qui sont négatifs, des gens qui parlent mal, des gens qui critiquent tout le monde, qui parlent dans le dos. T'as envie d'être avec des gens qui t'ont toujours soutenu, tu passes des bons moments. Donc ouais, dans l'entourage, c'est un peu comme un diamant, tu vois, que tu construis petit à petit au fur et à mesure des années. Et moi, j'ai pas hésité à me séparer de potes à moi, que même là, depuis que j'ai quitté le MLM, il y a des gens à qui je ne parle plus du tout, tu vois, des gens à qui j'étais pote à fond. Ouais. Parce que soit leur relation n'était pas sincère, c'était juste pour le business, soit voilà, c'était que de l'intérêt. Et au final, derrière, ça m'a pas fait grand-chose. Je me dis, tant pis, tu vois. C'est un diamant. Le diamant, je le construis petit à petit. Et plus tard, à mon mariage, je veux pas qu'il y ait des gens qui étaient faux, mais qui font semblant. Ou que, tu vois, pour moi, le mariage, c'est vraiment le moment où tu ramènes tous tes potos, tous tes trucs, Exactement. toute la famille et tout. T'as pas envie d'avoir des faux. Donc, même si t'as pas beaucoup de monde, tant que t'as un noyau solide, tu vois, qui est incassable, le diamant, c'est incassable, bah, t'as besoin de personne, tu vois. T'as ces gens-là, c'est ta mif, c'est tout ça. Et tu peux aller tout seul et aller taper des records, tu vois. C'est ça. Bah, même, on va dire, même par rapport à l'entrepreneuriat, tu as forcément cet entourage qui pose problème parce que c'est surtout la famille. Moi, pour moi, ça a été la famille parce que quand tu as ta mère qui comprend pas ce que tu fais, c'est ça qui est dérangeant. Ouais. Un coup, ça te met on va dire, un coup bas parce que voilà, tu dis, attends, je suis en train de démarrer un business pour te sortir de cette galère-là, mais tu es en train de me critiquer. Ouais. Et après, je me suis dit, il faut avoir le mindset. C'est ça là aussi, l'entrepreneuriat. C'est pas une question de faire plus d'argent, c'est une question de mindset. Ouais. C'est soit tu gagnes, soit tu abandonnes. Et plus tu travailles ton mindset, plus tu t'entoures des personnes. Moi, personnellement, comment je me suis développé, c'est pas forcément qu'en lisant des livres, c'est des discussions. Ouais. Par exemple, comme des podcasts, comme des entrepreneurs, etc. Et ça m'a élargi ma vision. Et c'est là que je me suis dit, je peux pas abandonner. Je peux pas abandonner, donc je continue à bosser. Et aujourd'hui, maintenant, je suis fier. Je suis fier, même comme toi, tu es fier parce que tes parents ils te disent il est passé d'une personne qui avait des difficultés à l'école à quelqu'un qui voyage, qui est en paix, qui est dans sa vie. Donc... Mais les parents, c'est compliqué. Ouais. Ma mère, il y a 3 jours, elle m'a dit trouve un travail. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me plaignais, j'ai la mutuelle, je paye 120 € par mois. Ils m'ont remboursé 16 € sur un scanner. Je dis, mais c'est de l'arnaque, c'est quoi cette mutuelle, tu vois? Elle m'a dit, t'as qu'à trouver un travail, même à mi-temps, et le travail, il te paye la mutuelle. Je dis, mais pourquoi je vais travailler? Genre, je dis, je fais XXX € par mois. Mais pourquoi? Genre, je dis, mais genre là, je suis tombé de haut. Je me dis, mais je vois que ça fait 8 ans que je fais ça. Je t'ai offert des beaux cadeaux. On a fait le tour du monde. Et tu me dis, va travailler. Mais pourquoi tu penses? Et bref, tu vois, les parents, en fait, ils ont été éduqués dans une autre mentalité que nous. Ouais, exactement. C'est très compliqué de leur faire comprendre ça, tu vois. C'est pas. Et même tous les mois, ma mère, elle me dit, alors ça se passe comment? Ça va, t'as quand même réussi à faire rentrer un peu d'argent ce mois-ci? Ouais, c'est pas safe. Ça fait 8 ans, tu vois, que tous les mois, j'ai jamais fait un mois à zéro depuis 8 ans. Et c'est rare les mois où je fais moins d'une belle somme, tu vois. Donc, j'ai dit, t'inquiète. Et même si, maman, demain, je fais pas d'argent, j'ai ça de côté, j'ai ça. T'inquiète pas. J'ai une sécurité, j'ai tout ce qu'il faut.
Je suis un adulte et tout. Donc, ouais, les parents, bah, après, c'est normal. Ouais. Ils nous aiment, tu vois, c'est normal. Ils nous protègent. Donc, encore heureux. Je préfère quelqu'un qui se soucie, une maman qui s'inquiète, qui se pose des questions, même qui râle, tu vois, des fois, plutôt qu'une maman qui s'emballait, qui dit, vas-y, fais des trucs, je m'en fous, tu vois. Donc, ouais, non. Ok. Bah, nickel. Je pense qu'on va passer à un troisième thème. Ouais. Bon, on va pas trop s'élargir sur le thème. C'est un peu la crypto-monnaie. Ouais. En fait, il y a pas mal d'avis sur les réseaux sociaux en disant la crypto-monnaie c'est fini, la crypto-monnaie ça va repartir, il y a l'euro numérique qui arrive, etc. Toi, c'est quoi un peu ton avis par rapport à la crypto-monnaie? Les gars, ça va être simple, hein, je sais pas. Ça va s'arrêter là. En vrai, la crypto, on nous a beaucoup vendu ça comme même moi, je l'ai vendu, tu vois, parce que j'en étais convaincu. Mais on nous a beaucoup vendu ça comme la plus grande révolution du 21e siècle. Ok. Sauf que la plus grande révolution du 21e siècle, pardon, elle arrivait après, et c'était l'IA. Et on voit ce que l'IA, ça a apporté dans notre quotidien. Ça a révolutionné le monde. Mais à 100%, tu vois. Tout le monde utilise de l'IA aujourd'hui. Tout le monde. Mon téléphone, il y a de l'IA dedans. Les caméras, je pense qu'il y a les dernières, il y a de l'IA dedans. Les micros, tout, partout, même les lumières, maintenant, il y a de l'IA qui change en fonction de... Tout. Il y a de l'IA partout. Et ça, c'est une révolution. La crypto, qu'est-ce que ça a changé dans le monde? Pour le moment, nous, en Europe, même aux États-Unis, ça a changé au Salvador, quelques pays en Afrique, oui, ok. Mais le reste, rien. Ouais. La plupart... Et de toute façon, les gens, ils nous ont dit depuis le début, 99% des projets, dans 10 ans, ils ont disparu, ils vont cracher. Et c'est vrai. Mais c'était une grosse bulle. Maintenant, ça stagne énormément. Et on savait déjà, on a toujours dit que la crypto, ça allait être un actif qui a pété. Et un jour, ça va se stabiliser, ça va être comme le Forex. Ça va aller chercher des points hauts, des points bas, et on va trader ça comme un actif normal. Et ça y est, on est dedans. Donc maintenant, moi, je fais plus rien dans la crypto. Hein. J'ai pas laissé tomber, mais pour le moment, ça m'intéresse plus. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Avant, j'étais passionné, tu vois. Un malade de crypto, j'adorais ça. Je passais mes jours et mes nuits sur les graphiques à chercher des pépites. Et ça a payé, ça a extrêmement bien payé. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout un truc qui me passionne, qui m'anime, qui me fait kiffer. J'ai plus aucun goût à analyser, à trader, à comprendre. C'est toujours des news, ça monte, ça descend. C'est chiant. Ça m'intéresse plus du tout, tu vois. Ok. En gros, t'as fait ton temps, t'as tout retiré, tu préfères réinvestir dans J'ai d'autres même pas retiré encore tout. J'ai laissé, j'attends peut-être que... C'est ça, c'est un portefeuille d'actifs comme j'en ai d'autres sur les actions. Voilà, je laisse ça, tu vois. Ok, pas de souci. Et du coup, on va passer à un autre thème, sur le marketing. Ouais. Je pense que aussi, on va parler, pour toi, est-ce que c'est un business? En fait, qu'est-ce que tu peux donner comme avis sur le marketing? Marketing de réseau, parce que vous aimez trop dire le MLM, c'est pas pareil. Marketing de façon. Non, en soi, en plus en ce moment, il y a la DA des meufs qui marchent sur le feu. Et ça, je suis mort de rire, les gars. Je suis tellement mort. C'est avec la musique, rien ne me... En plus, même la meuf qui a fait la musique, elle a dit arrêtez, s'il vous plaît, c'est la honte et tout. J'ai fait cette vidéo, cette musique il y a 5 ans. Elle remarche maintenant, je suis dégoûté et tout. C'est une vraie meuf qui a fait la musique et tout, c'est pas une IA. Mais bref. Mais non, en gros, le marketing, c'est spécial. Pour moi, c'est un amour toxique avec le MLM parce que j'ai passé les plus belles années de ma vie dans le MLM. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, tu vois. On a voyagé, on a fait Zanzibar, on a fait Barcelone, on a fait Marbella, on a loué des villas énormes, on a ramené des gens qui n'avaient jamais voyagé, on les a ramenés là-bas, on a fait des trucs, mais gros... En fait, jamais dans une vie, je pense que je pourrais revivre ce genre d'expérience, tu vois, vraiment, sincèrement. Apprendre tes meilleurs gars, prendre une villa et faire des trucs de fou, aller faire le tour du monde. On a fait Miami, on a fait, tu vois, quand on faisait des événements, des Super Sunday, je retrouvais ma famille, tu vois, c'était trop bien, j'aimais trop. Mais, et j'ai tout donné, tu vois, pour le MLM, je bossais énormément en interne, planning de la semaine, j'essayais de trouver des idées, comme je suis très créatif, je faisais même des flyers, des fois, qui me prenaient 4-5 heures, tu vois, pour mon réseau, chercher des idées, j'ai kiffé ma vie, et je me battais pour que ce soit pas que du MLM, mais qu'il y ait aussi beaucoup de trading. Et puis, avec le temps, petit à petit, ça a commencé à se détériorer, et en fait, c'est un engrenage qui est compliqué, parce que demain, tu fais une position à 10 000 euros, et tu perds cette position à 10 000 euros. Ouais. Et tu veux la re-hit. Mais du coup, là, tu te dis, putain, comment je fais? Et tu passes toutes tes journées, ou même 2000, ou même 600 euros, tu vois, peu importe. Et tu t'appelles tout le monde, et tu te dis, ouais. Et là, tu commences un peu à fabuler. T'inquiète, on va faire plus de trading. Le gars, il repaye, il n'y a pas plus de trading. T'inquiète, c'est dommage que tu ne payes pas, parce que lui, il a fait un retrait à 5 chiffres. Le mec, il n'a jamais fait de retrait à 5 chiffres. Faut que tu suives le tel éducateur, il est multimillionnaire.
Le mec, il est pas multimillionnaire. Donc, petit à petit, en fait, tu rentres dans un engrenage où il y a beaucoup de mensonges. Je dis pas que c'est tout le monde. Il y en a qui n'ont jamais menti et qui sont droits comme Baptiste, tu vois. Je préfère dire son prénom comme ça, au moins, Baptiste, c'est un des rares gars qui fait les choses honnêtement et qui, vous n'entendrez jamais dire, lui, il a fait le million s'il a jamais fait le million. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il a toujours été en mode, tant que j'ai pas la preuve sous mes yeux. Après, d'après ce que je sais, peut-être que maintenant il est parti en couille. C'est le mec qui va reprendre le truc. Non, pour le moment, de ce que je sais, non, pas du tout. Mais en gros, voilà. Et petit à petit, en fait, et moi, je déteste le mensonge, mais pour moi, c'est invivable. Je peux pas mentir. Genre, c'est un truc où je vais pas dire que je n'ai pas menti dans ma vie. Tout le monde a déjà menti, tout le monde. Mais mentir pour faire croire quelque chose aux gens, pour moi, je ne peux pas, tu vois. Et quand j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient, ouais, lui, il est multimillionnaire, je dis, mais frère, arrête, c'est faux. Je côtoie des multimillionnaires, je sais ce qu'est un multimillionnaire. Et jamais un multimillionnaire, il flex, par exemple, parce qu'il a payé un Uber 60 €. Bon, moi, j'ai déjà payé des Uber 150 €. J'ai jamais fait de story. Pour dire, oh, les gars, c'est super cher, mais je m'en fous, je suis riche. Tu vois. Ou qui s'en vendent tout le temps. Tu vois, c'est des trucs où tu repères assez facilement. Ou même des gens qui m'ont dit, ouais, il a fait 9 chiffres, mais il travaille encore. Mais pourquoi il travaille encore? Ouais, parce que sa mère, elle croit pas. Elle veut qu'il termine son année en scolaire. Mais t'as fait 9 chiffres. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Tu vois, c'est beaucoup de mensonges comme ça où j'avais de plus en plus de mal. Et en fait, avec le temps, ça commençait à trop se tourner vers le MLM à fond. Que ça, tu vois. Il y avait très peu de trading. Les meilleurs éducateurs, ils étaient partis, tu vois. Moi, j'ai connu des éducateurs, c'était des stars internationales, c'était des boss, tu vois, c'était des goats. On faisait des trucs ensemble et tout, c'était trop bien. En France, il y avait personne qui rivalisait avec nous en termes d'éducation. On était au-dessus. Tu te formais avec les meilleurs, des meilleurs. Et petit à petit, ça s'est un peu dégradé progressivement. Et après, ça a été la douche froide un peu pour tout le monde. Quand nous, on était dans une compagnie qui s'appelait IAM. Moi, avant, j'avais déjà fait un switch. On est passé de Cuvera à IAM. Ça m'a déjà fait quand même un truc en mode... Ah, et quand même, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux tout perdre. Tu vois, sachant qu'à l'époque, bon, je travaillais encore, mais j'avais beaucoup de croyances dans ça, tu vois. Et ensuite, dans IAM, c'est très bien passé, c'était super bien. Mais au fur et à mesure des conventions, les gens, ça se vide, tu vois. On fait 15 000, ensuite 6 000, ensuite 4 000. Et ensuite, la dernière au Mexique, il n'y a même pas 500 personnes, même pas. La salle, elle est vide. On dit, ouais, c'est normal, les gens, ils se sont fait refuser à l'aéroport et tout. Ouais, bref. Et on change de nom. Et après, là, il y a le switch chez Gifu. Et là, c'est une douche un peu froide, tu vois, parce que tu entends des échos à droite, à gauche. Tout ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Il y a des gens qui ne méritaient pas d'avoir des replacements, ont pris des replacements, des trucs. Mais moi, à ce moment-là, j'avais arrêté le MLM depuis 2-3 ans, mais j'étais chaud à me relancer. Et je me suis pris une douche froide. Vraiment, c'est ça qui m'a fait arrêter. Hein. Un truc où vraiment, on m'a dit, ouais, t'inquiète, tu vas pouvoir aller ça, tu vas prendre ci, tu vas prendre ça. Et au bout d'un moment, je vois que... Attention, là, je mets des grosses parenthèses. Quand moi, j'étais dans Gifu, les outils n'étaient pas bons. Le système, il n'était pas bon. Tout, pour moi, c'était pas bon. Maintenant, peut-être ça a évolué. Je pense que ça a évolué. Voilà, je parle en tant que tel. Et c'est pour ça, à ce moment-là, que j'ai quitté. Et ouais, j'étais dégoûté, en fait. Ça m'a dégoûté du MLM à 100%. Les appels et tout. J'ai dit, je fais plus rien. Et ça se voyait que je foutais plus rien, tu vois. Genre, les calls, où moi, j'ouvrais à 20h50 les appels. Pro. Et là, 21h07, les appels ne sont pas lancés. Moi, je dis, je fais plus rien. Moi, laissez-moi tranquille. En fait, j'étais dégoûté. Je voyais les notifs dans les groupes, j'étais dégoûté. J'avais un mal-être en moi. C'était genre vraiment, ça m'a vraiment créé un truc où j'étais pas bien du tout, tu vois. Et ça a créé le même mal-être chez beaucoup d'autres personnes qui ont quitté après, tu vois. J'ai parlé avec pas mal de personnes que j'ai croisées dans des grecs et tout, des fois, ça m'arrivait. Ils m'ont dit, ouais, moi, le switch, si j'ai fait, c'était la douche froide, tu vois. Des gens qui méritaient pas sont pris des replacements ahurissants, font des positions stratosphériques. Et d'autres, peut-être qui méritaient peut-être plus ou moins ou quoi. Mais en fait, il y a eu trop d'histoires un peu partout. Ça fait que ça a dégoûté un peu tout le monde. Et même le fait qu'on nous vante comme quoi, ouais, tu vois, juste quand il y a le lancement de Yuvia, il y a des vidéos qui sortent. Le lancement de l'année, si vous n'êtes pas, c'est un truc stratosphérique, vous n'êtes pas prêt. 2 mois après, ça fait faillite, tu vois. Comment toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu peux dire ça, et 2 mois après, les gars, lancement de Gifu, c'est un truc qui ne s'est jamais fait dans le monde entier. Préparez-vous, et toutes les semaines la même chose. Je me dis, ouais, en fait, c'est juste de la poudre de perlimpinpin, tu vois. Et à un moment donné, ouais, j'ai serré, je me suis dit, c'est trop. Je sais plus pourquoi, mais je m'étais embrouillé avec quelqu'un, il m'a super mal parlé, tu vois, une grosse upline, mais vraiment comme une grosse merde. Je me suis dit, ça y est, frère, je peux pas, tu vois, je peux plus. Je fais beaucoup, j'ai accepté d'être moins payé chez Gifu. En plus, il faut payer le pack, c'est-à-dire que mon salaire, ouais, j'avais plus de salaire presque carrément. Donc, ouais, je le fais.
Et ça se voyait, les gens ils me disaient sur les lives, tu prenais plus de plaisir. J'en pouvais plus, tu vois. En fait, après, c'est aussi un truc où ça fait 7 ans, 8 ans que t'es dedans, t'as fait le tour. Et moi, je voyais peu d'évolution dans tout ça, tu vois. Je voyais peu de choses. Je me suis dit, ouais, non, c'est redondant, ces trucs. Et après, j'ai goûté à... Enfin, j'étais déjà entrepreneur, mais j'ai créé mon propre truc. Et là, j'ai kiffé, tu vois, faire des live Twitch et tout. T'es tranquille. Enfin, j'ai kiffé, tu vois. Là, j'ai redécouvert le plaisir de faire les lives, d'accompagner les gens, de dupliquer ma connaissance. Parce que même chez Jifu, j'avais même pas d'académie et tout. J'ai dit, moi, je suis chez IAM. J'ai passé 5 ans à faire une académie complète de plus de 15 heures de vidéos, qui est archi complète. Et maintenant, je dois tout recommencer. Et je ne suis pas payé. Mais pourquoi je ferais ça, tu vois? Pourquoi? Et j'ai demandé, on m'a dit, ouais, t'inquiète. Au final, on m'a dit, ouais, non, finalement, non. On m'a dit, ouais, c'est bon, si tu veux pas le faire, t'es pas content, tu vois, tant pis. Je dis, bon, bah, tant pis. Tu vois, c'est manque un peu de reconnaissance, tout ça. Et aujourd'hui, c'est un bon moyen de se lancer. Mais à l'époque, je pense que oui, c'était très bien de se lancer dans le MLM. Aujourd'hui, je pense que ça l'est un peu moins. Après, c'est que mon avis à moi. Il y a tellement de business et de manières de se lancer, de formations gratuites sur YouTube, de trucs, que pour moi, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur moyen de faire beaucoup d'argent rapidement. Parce qu'en fait, quand tu vois comment il faut charbonner pour faire une position à 10 000 euros, c'est à base des heures. Moi, j'ai fait tellement d'appels, tellement à me niquer la santé. Et je me suis dit, au final, tu es juste dans le MLM, tu es un peu salarié de ton business. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais quand tu es entrepreneur, comme moi maintenant, je vais pas dire que je travaille peu, mais je fais mes appels, je fais mes trucs, j'ai mes différents business qui tournent et je suis libre de faire ce que je veux. Genre là, je dois pas... tu vois combien de fois on est au restaurant et tout le monde doit sortir pour faire un appel. J'ai un closing, j'ai un appel à 3, j'ai un call structure, j'ai ça. Et tout le monde est dehors comme ça en train de... Tu peux même pas être au resto, tu vois, tranquille. T'es à un anniversaire, tout le monde est dehors en train de faire des appels. Donc ouais, à un moment donné, c'est très bien pour commencer. Il y a énormément de gros entrepreneurs qui ont commencé par du MLM, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose, tu vois, évoluer. Et après, il y a des gens qui vont faire carrière dedans. Mais le problème, moi, c'est mon point de vue, mais je pense que le MLM, sur le long terme, c'est difficilement viable. Et là, on en a la preuve, tu vois. Parce que j'étais chez Cuvera, ensuite on est allé chez IAM, ensuite il y a eu Iovia, ensuite il y a eu Jifu. Je pense qu'aujourd'hui, les grands networkers, ceux qui font beaucoup d'argent, et quand tu regardes leur carrière, ils ont fait une compagnie, ensuite une autre, ensuite une autre, ensuite une autre, ensuite une autre. Et c'est OK, tu vois, c'est pas un problème en soi. C'est pas plus problématique que ça, dans le sens où ils font leur argent, ils font leur blé, ils ont X années d'expérience dans le MLM, donc ils peuvent apporter à des gens qui démarrent. Donc en soi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que faire de compagnie en compagnie, en compagnie, en compagnie, avec la même équipe au fur et à mesure des années, je pense que c'est impossible, tu vois. Je pense que si tu veux faire une carrière dedans, faut que tu sois un peu une star du réseau et que tu sautes de compagnie en compagnie. Et quand tu vois, je suis désolé, mais les Américains, comment ils se mettent bien depuis des années, alors qu'il y en a certains, ils en branlent pas une, mais rien. Ils font une tournée une fois par an, pardon, de 1 mois à peu près, et après ils rentrent se la couler douce. Et ils sont au-dessus de tout le monde depuis des années, des années, des années. Je parle pas des Matrosa et tout, je parle de d'autres qui sont dans IAM, qui étaient même au-dessus de ces gens-là, qui branlent rien, tu vois. C'est juste qu'ils sont bien placés, et ils vont de compagnie, à chaque fois ils se font placer au-dessus. En fait, c'est un cumul de tout ça. Je me suis dit, ouais, hardcore. Quand tu connais un peu l'envers du décor, et surtout que IAM, moi, je savais que ça allait faire faillite, mais je le disais aux gens, c'est les gars, ce n'est pas normal ce qui se passe. On change de plan de REM. Au Mexique, les éducateurs, ils pleuraient. On était en réunion éducateur. La meuf, elle dit, avant, on faisait des mois compliqués. On faisait 10 millions d'euros par mois de chiffre d'affaires. Là, on fait 3 millions. On ne sait pas comment on va faire. Et les éducateurs pleuraient. Genre, les meufs, elles pleuraient. Wow. Toutes mes équipes ont switch. C'est tout ce qui me reste. J'ai plus rien. Non. Je suis éducateur, mais je suis resté pour... je suis loyal. Et là, je dis aux gens, les gars, ça pue, c'est pas normal, tu vois. Non, t'inquiète. Vision, discipline, croyance. Ils veulent te rentrer dans... Même un éducateur qui était venu me voir à la convention aux Pays-Bas, là. Il me dit, ouais, c'est pas bon, là, ce qui se passe et tout. Moi, je pense que c'est... Il était venu, c'est un Américain, tu vois, très sympa et tout. Et il a été franc avec moi. Il m'a dit, ouais, ça part en couille, tu vois, là. On est de moins en moins. Hier, on a fait un événement, à ce qui paraît, dans le pays le plus gros de l'Europe. Il y avait 100 personnes. Il m'a dit, c'est pas bon. Il m'a dit, ça pue. Je pense que c'est la fin. Je suis allé voir et tout. Je dis, ouais, il m'a dit ça. Non, il veut te rentrer dans le cerveau. C'est sûr qu'il veut lancer un système à côté. Nanana, croyance, discipline. Je dis, ah, vas-y, c'est bon, tu vois. Moi, je le prévenais depuis longtemps, mais parce que nous, avec l'éducateur, ils sont plus francs, ils ont rien à perdre, tu vois, ils s'en foutent. Mais le soir, là, ouais, j'ai vu que les gens, ils pleuraient. Je me suis dit, ouais, c'est fini, tu vois. Et c'était 3, 4... Ouais, c'était longtemps avant. Hein.
C'était 7 mois avant que ce soit vraiment la fin, tu vois. Mais ouais, non, pour moi, voilà, c'est une relation toxique. Après, voilà, encore une fois, ça reste mon point de vue. Hein. J'ai pas la science infuse. Peut-être que toi, tu vas te lancer demain et tu vas faire 10K en un mois et tu n'auras pas besoin de beaucoup travailler, paniquer ta santé. Je suis pas la science infuse. Moi, c'est mon expérience en 8 ans, 9 ans de marketing relationnel. Mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé les meilleures années de ma vie. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans l'engrenage après et qu'il y a beaucoup de mensonges qui s'accumulent, c'est dur de regarder les membres après et de leur dire non, c'est faux, tu vois. Et les membres, ça leur fait perdre croyance. Alors... Mais j'ai kiffé, tu vois. On s'est rencontrés, nous. On a rencontré Kader. J'ai rencontré mes meilleurs gars, ma famille et tout. Genre, ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. Je pense que jamais je pourrais faire un truc aussi... Tu vois, j'ai rencontré Baptiste et les gens, tu vois. C'est des gens aujourd'hui, c'est ma famille, tu vois. Mais après, derrière aussi, ça te fait comprendre aussi certaines choses. Tu vois, quand t'arrêtes, les gens qui te calculent plus du tout. T'as des gens qui... Et du coup, tu te dis, OK, il y avait des relations qui étaient peut-être un peu plus fausses que ce qu'on pense. Mais après, je comprends qu'il y en a, des fois, t'es plus dans le MLM, t'as rien à te dire avec la personne, tu vois. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux parler? Ouais, ça va, ouais, tranquille, ouais, ok. Voilà, tu vois, ça s'arrête là. Mais non, mais sinon, ouais, j'ai kiffé. Franchement, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Si aujourd'hui, je le recommanderais, franchement, je dirais oui. Je recommanderais le MLM à tout le monde, d'aller essayer, de se battre à fond, mais de ne pas espérer de faire carrière dedans, pour moi, selon moi. Mais tu prends en 1 an de MLM, tu gagnes en 10 ans d'expérience dans la vie en général, tu vois. Et les expériences que tu vis derrière, c'est fou. Mais après, s'il vous plaît, rentrez pas dans l'aspect sectaire. C'est le seul truc qui me répugne un peu dans le MLM. Marcher sur des braises, aller en convention. Ouais. Ah, ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu gêné. Tu vois, c'est un peu cringe, tu vois. De marcher sur des braises, de se faire des trucs, de faire ouais. Ça m'a un peu ça me faisait un truc, tu vois. À chaque fois, j'étais en mode... Ouais, si les vidéos elles fuitent, on est mort là, vraiment. En fait, si vraiment toutes les conventions, on a fait des trucs un peu sectaires comme ça fuite, où là tout le monde a le cœur sur la main avec une musique. Je serai Sherman, je vais tout casser, c'est mon âne. Je dis, si cette vidéo elle fuite, moi je le faisais jamais, j'étais gêné. Je me cachais et tout, j'étais en mode putain, c'est trop gênant. Ouais, non, ces trucs là pour moi c'était gênant à fond, tu vois. Tout ça, c'est vraiment le seul truc aussi, vous rentrez dedans. Fuyez, faites pas des stories cringe en mode il y a des stories carrément j'ai masqué tout le monde, ça me gêne trop maintenant, j'arrive plus à regarder ce genre de choses. J'ai masqué les gens qui sont trop genre tu peux faire du MLM mais être un partisan du MLM à 100%, s'embrouiller dans les commentaires avec les gens qui disent je sais pas quoi, faire des stories tous les jours. Ces gens-là, je les ai masqués, ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur à regarder ça comme contenu tous les jours. Et je comprends les gens qui ont quitté le MLM et qui ont unfollow tout le monde. Ouais. Je les comprends, parce que c'est dur à regarder une fois que t'es dedans. Parce que, je vais pas dire, tu sais que ces gens-là, ils vont jamais faire d'argent. Mais tu sais surtout combien d'argent ils font. Il y a des gens, ils flexent. Ouais, je voyage. Parce que j'ai pris une décision il y a 5 ans. J'ai dit, ouais, ton hôtel, il coûte 20 €. Le billet d'avion, t'as dû prendre Transavia, Ryanair. T'as pris à, comment ça s'appelle? Là-haut, à Beauvais, le billet d'avion, je sais que des fois, il y a des billets d'avion à 10-15 €, t'es en hors saison, et tu fais la meuf, ouais, je voyage grâce à mon business, alors que je suis convaincu que tu ne gagnes pas plus de 600 € par mois avec ton business, tu vois. Donc, tu vois, ces trucs-là, moi, ça me gêne un peu, mais ça reste quand même une belle expérience. Si tu fais les choses avec la bonne vision, que tu prends pas les gens de haut, que t'as pas d'ego, que tu rentres pas dans ces délires un peu sectaires, c'est un très, 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 très bon business. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je me suis battu pour que on n'ait pas cette vision-là et que nous, on change, on casse les codes. Mais tu vois, tu chasses le naturel et reviens au galop, tu vois. J'ai essayé de casser cette vision que le MLM, c'était un truc sectaire, un truc Ponzi, un truc nanana. J'ai essayé de le casser, de dire non, il y a des vrais services, on gagne de l'argent, les membres, ils sont rentables. À un moment, on est venu me voir, on m'a dit, les gens, ils font trop de trading en ce moment, faut qu'on mette plus de MLM. Je dis, gros, c'est pas, wesh, on est une compagnie de trading ou... Et c'est là où je me suis dit, en fait, tu t'as beau chasser le truc. Après, c'est normal, les mecs, ils ont besoin de valider leur position. Et quand tu vois que le mec, il a aucune position qui sort en 2 mois, mais qu'il voit que des flyers propres firmes, lui, il peut serrer. Ouais. Il se dit, ouais, mais ouais, c'est pas normal, arrête, frère, viens, on fait autre chose, on met du MLM un peu plus et tout. Donc, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tout le monde perd sa position, là, tu parles plus de trading à plus personne, tu parles que de MLM, et ça bourre le cerveau des gens, tu vois. Donc, c'est pour ça que l'engrenage, il est difficile. C'est ça que je dis que c'est une relation toxique. J'ai autant aimé que j'ai autant détesté le MLM, tu vois. Bien sûr. Ok. Donc voilà, la grosse réponse par rapport à ça. J'espère que ça va vexer personne. Je suis sûr, il y a des gens qui vont être en mode Moi, c'est mon point de vue. Comme j'ai dit, j'ai pas la science infuse. Je suis... Après, chacun son expérience. Chacun son expérience. Moi, je suis un mec lambda qui a testé pendant 9 ans, qui a kiffé. Ça m'a tout apporté. J'ai gagné 500 € par mois.
J'ai fait mes premiers 5 chiffres dans la compagnie. J'ai fait 6 chiffres en crypto. J'ai tout. Je me suis formé avec des GOAT et tout. Je suis devenu une machine grâce à ça. Hein. C'est pas des lol. Hein. Ouais, c'est une école de vie en soi. C'est une école de vie. Mais surtout que nous, on a connu une période où il y avait les meilleurs éducateurs au monde, frère, la vie, je te jure. Ok, parfait. Bah, on va changer un peu de débat. Moi, je vais pas forcément m'avancer parce que Tu es libre. Je suis toujours dedans. Ouais. On va parler un peu d'un sujet que j'aime beaucoup et surtout toi tu le fais tout le temps à travers tes stories, ce que tu représentes et même quand on parle de PRG Live, PRG Life. c'est les voyages. Ouais. J'ai une question. T'as fait beaucoup de voyages, ok? Si tu devais choisir un pays, tu dois y vivre, ce serait lequel? Le Brésil, direct. En fait, moi, j'ai dit, si demain, je perds tout, je vends toute ma vie, je vais dans les favelas au Brésil et je zone là-bas toute ma vie. En fait, c'est tellement un mode de vie qui change d'une autre. C'est super bien, tu vois, c'est vraiment bien. La culture au Brésil, elle est... Après, moi, je suis portugais, Ouais. donc c'est comme si c'était ma famille. Mais après, ça a nuancé, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Il y a énormément d'armes en circulation dans les favelas, dans la rue normale. Tu peux marcher, t'as un policier qui rentre dans une favelas, il se prend un tir dans le cou, tu vois. Ouais. C'est encore arrivé il y a pas longtemps. C'est encore une zone de guerre. L'année dernière, les policiers ils ont fait comment ça s'appelle, une intervention dans une favelas. Ils ont tué genre 400 personnes, tu vois. Ouf. Et ils ont étalé les corps au milieu de la route comme trophée, tu vois. En mode, regardez si vous continuez à tuer. En fait, ils ont tué un policier et eux, ils ont tué, du coup, derrière, ils se sont vengés, les policiers. Et ils ont tué genre 400 personnes. Et là-bas, au Brésil, être comment dire, un gangster, je sais plus, en brésilien, je sais plus comment on dit, mais en gros, un trafiquant, tu vois, un trafiquanté, bah, c'est un peu, pas stylé, mais c'est un peu de flow. Et t'as des influenceurs qui sont trafiquants, qui ont des milliers d'abonnés, tu vois, même des centaines de milliers, et qui filment leur quotidien. Et il y en a qui sont morts, tu vois, là-bas. Genre, dans ce jour-là. Donc, c'est assez spécial. C'est très dangereux. Tu peux te faire agresser dans la rue à tout moment. T'as pas le droit d'avoir ton téléphone dans la main. Genre, tu vois, quand t'es au téléphone au Brésil, tu dois être comme ça, tu vois. Tu Ah dois ouais. te cacher pour montrer que t'es pas en train de filmer. Ok. Tu peux te faire embrouiller pour ça. T'as pas le droit de filmer dans les favelas. C'est très dangereux. Genre, vraiment, toutes les personnes qui vont là-bas, je leur dis, les gars, faites attention. J'ai encore une copine à moi qui est allée il y a pas longtemps. Elle a passé 6 mois. Et dans la rue, gun sur la tempe, donne ton téléphone. Arrête, peut-être c'est des faux pistolets, je sais pas, tu vois. Mais... Oui, non, c'est vrai que c'est pas facile, c'est dangereux. Mais dans les favelas, t'es plus en sécurité qu'en dehors. Dans les favelas, t'as le droit de tuer personne. T'as les règles de la favelas. C'est un autre monde. Genre, vraiment, si vous êtes jamais allé au Brésil, allez-y. N'ayez pas peur, faut y aller, faut le découvrir. Prenez un hôtel assez safe, renseignez-vous un petit peu. Sortez juste avec un téléphone que tu mets dans le caleçon, tu le caches, tu vois. Pas de bijoux, rien d'extravagant. Et après, pour moi, c'est le plus beau pays au monde. C'est magnifique. C'est au milieu de la forêt amazonienne, Rio de Janeiro. La plage, elle est magnifique. T'as des montagnes énormes. C'est un truc, c'est un rêve, tu vois. Genre vraiment, jamais de ta vie, t'as vu un truc aussi beau. Après, j'ai kiffé la Thaïlande. Thaïlande, si je devrais vivre, ce serait parfait, tu vois, c'est magnifique. C'est ça, j'allais dire. Je suis allé dans une île, gros, t'arrives dans l'île, tu montes sur un bateau de pêcheur. T'arrives sur l'île, tu montes sur tu vois, les gros 4x4 avec le truc derrière, tu montes derrière avec genre, tu te tiens comme ça aux barrières. Tu vois, tu te ramènes à ton hôtel, tu vois des locaux, tu vois, c'est une île 100% musulmane avec plein de mosquées, etc. Tu vois un mec qui se balade avec un éléphant à côté de lui. Enfin, c'est un éléphant qui est en liberté. Et les mecs, ils veillent juste à ce qu'il n'attaque pas ou que les voitures ne l'écrasent pas ou quoi. Enfin, surtout pour notre sécurité à nous, tu vois. Je me dis, putain, un truc de fou. Et genre, je me dis, mais je pourrais passer 6 mois là-bas, tu vois. Il y a un camp d'entraînement boxe thaï avec une salle de sport. Il y a la plage partout. C'est magnifique. Il n'y a personne sur l'île. Je me dis, non, c'est magnifique. Même Bangkok, j'ai kiffé. Genre, moi, j'aime beaucoup Paris parce qu'il y a plein de trucs à faire. Tu t'ennuies jamais. Bangkok, ça fait 10 fois Paris. C'est énorme. Il y a des paysages, t'as même pas l'impression que c'est la même ville. Et c'est une jungle, en fait. Tu vois, Bangkok, c'est vraiment une ville dans la jungle. Ok. Mais après, voilà, il y a des défauts. Il y a beaucoup de pollution. Sur la route, c'est très dangereux. La Thaïlande, c'est le pays le plus meurtrier sur la route. Et c'est pas un peu, c'est énormément de morts chaque année, tu vois, sur la route. C'est compliqué. Les infrastructures, elles sont pas encore au top. Moi, je me rappelle, j'étais à Phuket sur mon scooter. Il pleut, mais comme jamais j'ai vu de ma vie. Je suis dans une pente comme ça, une voie rapide à 160. Et la route, elle est comme ça. Et il pleut tellement que ça devient une rivière. Donc moi, je suis sur mon scooter et ça dérape. J'entends un tonnerre. Je vois le tonnerre qui tape un fil électrique. Le fil électrique qui tombe devant moi. Genre, et là, il fait tout nuit. Enfin, il fait une nuit complète. Je vois juste les flashs des éclairs. Et là, j'entends l'éclair, mais comme s'il me frôlait, tu vois. Et je suis en mode, j'ai la peur de ma vie. Vraiment, jamais eu aussi peur de ma vie. Le lendemain, il y a une voiture qui s'explose
devant moi, genre, carambolage, je reçois des bouts de verre, je fais ça avec mon casque. Les bouts de verre, ils font. Je dis, putain, en fait, c'est trop dangereux, tu vois. Ok. Vraiment, sur la route, c'est dangereux, mais c'est une vie qui est très simple, qui est pas chère. Tu vis super bien. Les gens c'est les personnes les plus gentilles au monde. Genre, tu parles avec quelqu'un, t'as envie de pleurer à la fin, tellement il est gentil. Il est trop gentil, frère. C'est abusé. Genre, vraiment, les gens sont trop sympas. C'est leur éducation, tu vois, qui fait ça aussi. Genre, pourquoi au Brésil, ils volent tout le monde, enfin, entre guillemets, et pourquoi en Thaïlande, ils gagnent pas plus d'argent qu'au Brésil. Ils sont hyper sympas, c'est l'éducation, c'est tout ça. Mais voilà, de toute façon, en Asie, il y a l'éducation asiatique un peu comme ça, ils sont tous bien éduqués. Et ouais, ils sont tellement gentils, gros, c'est un truc de fou. Même quand il y a quelque chose qui est pas bien, qui les dérange, ils se plaignent. Enfin, je sais pas, ils sont trop sympas, tu vois. Ils sont trop gentils. Et après, mon pays où je vais vivre 100%, c'est au Portugal, tu vois. C'est là-bas où les gens sont gentils, les paysages sont beaux, il fait chaud toute l'année, il fait beau, il y a plein de trucs à faire, c'est très bien. Le pays est assez riche, assez développé. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, moi, mes 3 pays, c'est ça, Portugal, Brésil, Thaïlande, j'ai vraiment bien aimé. Après, il y a tout ce qui est Marrakech aussi, j'aime bien. Dubaï aussi, c'est pas mal. Mais moi, j'ai un peu plus de réserve sur Dubaï, je pense que tu te fais un peu chier. Mais ouais, mais en tout cas, ouais, les voyages, très importants. Si je devrais dire une seule chose, moi, j'ai toujours dit, si demain, j'ai plus un sur mon compte, mais que j'ai fait le tour du monde, je suis le plus heureux, je vois. Genre, je vais laisser aucun héritage à mes enfants, que des histoires, tu vois, c'est tout. Ok. Bah, du coup, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Ouais, Déjà, bah, merci encore pour tout ce que tu as donné en termes de valeur, etc. avec plaisir. C'était super intéressant. Et si tu devais donner un conseil pour une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, donc ce serait quel conseil que tu peux donner? En plus, avant, j'avais une phrase que je disais tout le temps quand j'étais dans le MLM, j'ai oublié. J'ai oublié. Hein. Moins tu fais, moins tu pratiques, plus tu perds en valeur. Mais ouais, non, ce serait de jamais écouter les critiques, toujours travailler d'arrache-pied. Ah oui, le conseil que je donnais, je me rappelle, c'est de travailler comme si t'attendais rien derrière, tu vois. Pour pas être frustré, parce que la frustration, quand t'es entrepreneur, ça te tue. Ça te limite, tu fais plus rien derrière, tu vois. Donc ouais, non, ne pas être frustré parce que les résultats, ils viennent pas tout de suite. Moi, ça m'a pris du temps avant de faire 1 euro. Un mois rentable de plus 1 euro, ça m'a pris 7 mois, tu vois, en trading. Moi, si j'ai pu le faire, alors que voilà, comme je dis, j'avais un handicap mental à la base, c'est que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut le faire. J'avais tout. Je viens du 9-3, j'ai un handicap mental, j'ai pas des bonnes notes à l'école, c'est compliqué, la vie, elle m'a pas fait de cadeaux. Mais pourtant, j'ai réussi à y arriver. Et après, je suis pas le mec le plus blindé au monde, le mec qui a le plus réussi, mais j'ai fait des très belles choses et c'est que le début, je pense. Mais pour moi, ouais, il faut juste s'accrocher. La vie, c'est rempli d'épreuves, faut s'accrocher. Quoi qu'il arrive dans la vie de Dieu, si tu veux quelque chose, il va toujours te mettre les épreuves pour voir ce que tu mérites ou non. Il te donnera pas ce que tu veux, mais ce que tu mérites. Si tu vas prier pour être millionnaire, il va te donner les épreuves nécessaires pour être millionnaire, tu vois. Donc toujours, moi, la phrase que je me suis toujours répétée, tout ce qui t'arrive, c'est du positif. Jamais rien contre toi, toujours pour toi. Et même des fois, il m'est arrivé des choses hardcore dans ma vie où j'étais au plus bas mentalement. Et au final, et ça m'a fait même perdre limite la foi, tu vois, en Dieu. Mais avec le temps, tu comprends que tu as dû souffrir tout ça pour qu'il y a ça qui se passe derrière et que là, tu sois au max du max. Donc ouais, non, la vie, c'est pas facile. Des fois, c'est compliqué. Il y a un truc qui s'appelle la mort qui va arriver à tout le monde. Nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs. Ça va être dur. Donc c'est pour ça que dès tout jeune, il faut se mettre dans la tête que c'est pas facile. On vit pas dans le monde des bisounours, mais que chaque chose a une fin, que ça va se terminer un jour ou l'autre. Il faut vivre comme ça, sans vraiment être attaché à tout, mais connecté en fait à tout ce qui se passe en interne. Et voilà, hein, tout simplement, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. La vie, c'est pas facile, mais il faut s'accrocher et garder la foi. Parfait. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, merci encore à toi, Alex. De toute façon, si vous voulez le suivre, description, ses réseaux sociaux, Tous les réseaux. Insta, YouTube, bref, on va tout mettre. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Et j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine.